propose qu'on commence. Mesdames et messieurs, la maîtrise du langage, la connaissance de la langue est une ouverture. Elle est une ouverture sur le monde, sur les autres comme sur soi-même, une ouverture sur notre passé comme sur notre présent. C'est aussi le premier pas vers l'autonomie et l'indispensable condition à l'exercice de la liberté. Être libre et autonome, c'est pouvoir lire un journal, faire un chèque ou retirer de l'argent d'un distributeur automatique ou tout simplement lire le bulletin scolaire de son enfant pour mieux l'accompagner. C'est aussi écrire un mail, lire un courrier. C'est encore comprendre des informations médicales, des instructions professionnelles ou des consignes de sécurité. Être illettré, c'est donc se heurter sans cesse à un monde qui nous échappe. C'est évoluer dans un environnement qui devrait être familier, mais qui reste inlassablement étranger, qui provoque souvent de la gêne, parfois de la honte, dans les actes les plus courants de la vie quotidienne. C'est vivre une exclusion de chaque instant. Dans notre société de l'information et de la communication, l'électronisme, c'est-à-dire la difficulté à utiliser les outils numériques, amplifie cette vulnérabilité. L'électronisme éloigne les personnes en situation d'illettrisme des services essentiels comme des opportunités que nous offre le numérique. En 2024, les résultats de l'enquête INSEE sur l'illettrisme en France, que la DGOM a en partie financée, ont été rendus publics. Ces résultats nous apportent à la fois des motifs d'espoir, mais aussi des raisons de redoubler d'efforts dans ce combat. Si globalement la situation s'améliore, la réalité dans les territoires d'outre-mer est toujours préoccupante, avec des taux de 2 à 5 fois supérieurs à ceux qu'on observe dans l'Hexagone. Ces résultats témoignent également de disparités importantes au sein même des territoires. Pour des raisons liées à l'histoire, au contexte économique, social et éducatif, aux facteurs linguistiques et culturels, l'illettrisme reste aujourd'hui encore un combat d'actualité et de longue haleine. Le ministère des Outre-mer porte ce combat depuis plusieurs années et particulièrement la Direction générale des Outre-mer et d'autres partenaires que je citerai par la suite. Ce combat, on le mène en contribuant à l'élaboration de politiques publiques spécifiques qui prennent en compte les réalités les besoins des territoires ultramarins. C'est le fameux réflexe Outre-mer que nous avons mis en avant l'an dernier dans une circulaire. Ce combat, on le mène aussi en soutenant des actions territoriales majeures dans la lutte contre l'illettrisme. Et je citerai en exemple le plan Jeunesse pour la Guadeloupe qui a été publié en 2022. Ce combat, on le mène aussi grâce à l'action du service militaire adapté, formidable dispositif en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ultramarins. Le SMA offre ainsi à des jeunes de 16 à 25 ans une formation complète qui combine l'apprentissage des compétences de base, la formation professionnelle et l'accompagnement socio-éducatif. Enfin, ce combat, on le mène aussi grâce à une mesure phare qui a été inscrite dans le comité interministériel des Outre-mer de 2023, la mesure 34, qui porte justement sur la lutte contre l'illettrisme. Dans ce combat, la collaboration du ministère des Outre-mer avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la NLCI, est essentielle, notamment parce que cette collaboration nous permet de coordonner nos efforts. Vous le savez sans doute, la NLCI regroupe l'ensemble des ministères concernés, les collectivités territoriales et le monde économique. C'est véritablement le bras armé de l'État dans ce combat de lutte contre l'illettrisme. Et je remercie son directeur, M. Hervé Fernandez, aujourd'hui présent, pour nous parler de cette lutte contre l'illettrisme. Il nous dira ce qu'est réellement l'illettrisme dans les territoires ultramarins et il évoquera les dispositifs qui sont mis en œuvre dans ces territoires.
Ce combat resterait vain sans l'engagement de nos partenaires associatifs qui œuvrent souvent dans des conditions difficiles, avec un engagement et un dévouement exemplaires. Et ces associations sont un atout précieux et un maillon territorial essentiel de notre dispositif. Et parmi ces associations, nous avons souhaité aujourd'hui inviter le Labo des Histoires, avec lequel nous avons signé en 2024 une convention pluriannuelle d'objectifs. Merci à son président, Thibault Lacarrière, d'être parmi nous aujourd'hui. Il nous parlera des solutions innovantes que le Labo des Histoires développe afin d'encourager les jeunes à écrire et de faire de l'écriture un moyen d'insertion culturelle et sociale. Mesdames et messieurs, parce que la lutte contre l'illettrisme est un problème complexe et multidimensionnel, il nécessite une approche globale et coordonnée. C'est pourquoi le ministère des Outre-mer travaille depuis 1 an à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés à tous les niveaux pour apporter des réponses adaptées et efficaces. Pour la première fois, un projet de plan interministériel de prévention et de lutte contre l'illettrisme dédié au territoire ultramarin va nous permettre d'agir ensemble de manière coordonnée, je le disais, de manière cohérente aussi, pour faire reculer l'illettrisme dans les territoires d'outre-mer et redonner à leurs habitants un peu d'espoir et de dignité. Je vous remercie et je remercie nos invités pour ce temps à venir. Merci. Merci beaucoup, Général, Mesdames, Messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps de participer à cet échange, d'avoir pris le temps de vous informer sur la situation de l'illettrisme dans les régions d'outre-mer, de l'électronisme aussi. C'est une chance pour nous. Je remercie à travers votre participation aussi le préfet Jacob d'avoir fait le choix d'inscrire à l'ordre du jour des palabres un point sur l'illettrisme et l'électronisme. C'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il n'y a pas de meilleure façon d'accompagner le développement économique d'un territoire, de renforcer l'accès aux droits, de garantir une forme de sérénité aussi au quotidien, de conforter les performances des entreprises de ce territoire, de garantir, quand je parle de sérénité, je veux parler de sérénité aussi au sein de la société, que d'investir, il n'y a pas de meilleure façon que d'investir dans les compétences de base des personnes qui vivent sur ce territoire. On sait que quand on investit dans le développement de ces compétences de base, on rend plus facile, bien sûr, l'accès aux droits et donc la mise à disposition de revenus. On rend plus facile l'évolution aussi dans son entreprise. On rend plus facile l'insertion dans le travail et on rend beaucoup plus facile son quotidien. Vous l'avez dit, l'illettrisme, quand on est en situation d'illettrisme, on n'est pas en capacité de comprendre un message en le lisant, alors qu'on a pourtant fréquenté l'école de la République. Et donc, on a perdu au fil du temps peut-être ces compétences de base où elles étaient un peu fragiles à la sortie de l'école ou mal acquises. Et donc, il y a tout un effort qui doit être fait pour prévenir des situations et pour y remédier. Alors, avant de vous parler des solutions qui peuvent être proposées et du travail qu'on mène à vos côtés sur les territoires, eh bien, je voudrais profiter de cette occasion pour vous faire un point de situation sur l'ampleur des besoins qui sont révélés grâce à l'enquête qui a été conduite, une enquête formation tout au long de la vie, qui est une enquête qui a été... alors, je vais vous proposer de diffuser le diaporama. Merci beaucoup. Qui est une enquête qui a été conduite par l'INSEE. Ça fait déjà un petit moment qu'on mesure l'illettrisme, depuis 2004. Quand je veux parler de mesure de l'illettrisme, je veux dire que l'INSEE tire au sort un échantillon et les 10 000, 16 000 personnes qui sont dans cet échantillon se voient proposer à leur domicile un test pour des exercices en capacité à comprendre en lisant, capacité à écrire aussi, et puis aussi en calcul. Quand on parle des compétences de base, on englobe pas seulement la littératie, il y a aussi les capacités à calculer, et puis on peut enrichir avec la capacité à utiliser le numérique de base. Donc, première enquête en 2004, deuxième enquête en 2011,
Et déjà en 2011, on avait bénéficié d'extensions sur les territoires d'outre-mer, mais là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de photos réactualisées. Et la DGOM, vous l'avez dit, a soutenu avec l'INSEE la mise en place d'une enquête dédiée sur chacune des régions d'outre-mer. Et on dispose maintenant, dans les 5 territoires, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Martinique et Guadeloupe, d'une enquête spécifique pour les 4 régions, Martinique, Guadeloupe, Guyane. On a eu des résultats en novembre 2024. Pour Mayotte, on aura des résultats en avril prochain. Les résultats seront communiqués par l'INSEE en avril prochain. Donc cette enquête, elle est nationale, on va dire, elle couvre l'ensemble des régions. Et on a aussi voilà, une mesure du phénomène en se disant qu'une personne qui ne parviendrait pas à obtenir plus de 60% de réponses positives aux questions serait considérée comme ayant des graves difficultés en lecture-écriture. C'est un peu le seuil qui permet de déterminer la sortie de l'illettrisme. Et puis, c'est la même chose pour le calcul. Et donc, c'est l'Agence de lutte contre l'illettrisme qui fournit des exercices à l'INSEE. C'est très important parce qu'il nous faut un repère commun, un seuil de sortie d'illettrisme commun, parce que si chaque territoire, si chaque entreprise, si chaque organisme mesure l'illettrisme avec sa propre définition, on ne saura pas si les taux sont comparables, s'ils peuvent évoluer dans le temps. Donc on a une vision plus fine avec une définition commune. Ça a été le travail premier de l'agence lorsqu'elle s'est installée au début des années 2000. Je précise que je viens de Lyon, l'agence a son siège national à Lyon. Donc la définition, vous la maîtrisez maintenant. Et l'illettrisme, c'est différent de l'analphabétisme. Il y a des personnes qui n'ont jamais été scolarisées du tout, qui s'installent dans notre pays et qui sont analphabètes. Il y a un mouvement d'alphabétisation. Et puis, il y a des personnes, c'est peut-être vrai dans des zones d'Amérique du Sud, dans les Comores, où des personnes plus vraies, on va dire, s'installent dans notre pays, ont été scolarisées dans leur pays d'origine, mais ne parlent pas notre langue. Et donc, pour ces personnes, on va parler d'acquisition du français comme une langue seconde ou comme une langue étrangère. Quand on parle d'illettrisme, on s'intéresse à ce qui s'est passé à l'école, ce qui s'est passé en amont. Donc, il y a un critère de scolarisation. Alors, les résultats pour, vous l'avez dit, quand on est dans les régions d'outre-mer, on a 2,5 fois plus de risques d'être confronté à l'illettrisme. Et cette enquête nous montre un peu l'ampleur des besoins dans la population. Donc, vous avez la carte de la Martinique, on estime qu'il y a à peu près 15 000 personnes qui sont confrontées à l'illettrisme. En Guadeloupe, c'est 17 500 personnes. En Guyane, 18 000 personnes. Quand on regarde l'Hexagone, on estime que c'est à peu près 1 200 000 personnes. Et puis, à La Réunion, c'est 65 000 personnes qui sont confrontées à cette situation. Là, je vais vous proposer un petit zoom rapide par territoire. Ce qu'il faut noter, c'est que la part des personnes qui ne sont pas diplômées en Guyane, elle est importante. On sait qu'il y a un poids important parce que la question de l'accès à la qualification détermine beaucoup le taux d'illettrisme, ça va de soi, mais c'est important de voir dans les territoires où les jeunes ont moins accès au diplôme, sont moins pris en charge, ou on réussissent moins, je dirais, à l'école. C'est là que le taux d'illettrisme est le plus élevé. Donc, on a des taux qui sont importants et qui montrent bien que 67%, près de 70% des personnes qui ne sont pas diplômées ont des graves difficultés avec la lecture et l'écriture. On va utiliser ce type d'enseignement aussi pour déployer des démarches d'évaluation des risques d'illettrisme dans d'autres territoires. On sait dire que quand il y a une part plus élevée de personnes non diplômées, il y a un risque d'illettrisme plus important. Il faut que vous sachiez aussi que plus on avance en âge et plus les difficultés augmentent. C'est vrai partout, mais ça l'est moins dans les territoires d'outre-mer où les taux d'illettrisme chez les plus jeunes sont plus élevés. Donc il y a vraiment un enjeu de prévention à viser. Et puis, on a aussi une proportion en Guyane qui montre que 3/4 des personnes qui sont considérées comme étant en situation d'illettrisme
sont à la recherche d'un emploi, sont sans emploi. Quand on compare avec la situation de l'Hexagone, on sait dire que la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme travaillent. Elles sont dans l'emploi. Donc on voit que le profil des personnes n'est pas du tout le même aussi par rapport à l'Hexagone dans la relation au travail. Donc on a aussi des résultats pour la Guadeloupe, où là vous voyez cette proportion est un peu moins élevée, c'est 7 sur 10 les personnes qui ont des graves difficultés qui ne sont pas en emploi. On voit bien aussi que les personnes qui ont des difficultés, des graves difficultés, sont moins nombreuses en proportion qu'en Guyane. Et puis, on sait dire aussi que le taux d'illettrisme est près de un peu plus de 2 fois supérieur à la moyenne nationale en Guadeloupe. Vous avez sur la droite aussi une indication sur, on parlait de l'électronisme, la fréquentation du numérique, et on voit bien que parmi les personnes qui n'ont pas de difficultés, ou parmi tous les adultes qui vivent sur le territoire, 71% d'entre eux disent qu'ils vont sur Internet faire des démarches. Et quand on s'intéresse aux personnes qui ont des graves difficultés, ce taux tombe à moins de 40%. Donc on voit bien aussi comment l'illettrisme amplifie, conforte, si on peut dire, l'électronisme. L'électronisme, hein, c'est la capacité à utiliser de façon autonome le numérique de base, hein, prendre un rendez-vous sur Doctolib par exemple. Quand on n'est pas en capacité de le faire tout seul, on parle d'électronisme. Donc on voit bien comment l'illettrisme amplifie aussi l'électronisme, qui a des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne. On a une indication aussi de la situation à la Martinique, mais là, je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Alors, je suis passé à la Réunion. Voilà, je suis passé un peu vite. Là, les taux sont un peu similaires à ceux de Guadeloupe, mais vous voyez aussi que sur certains territoires, le fait que les enfants aillent à l'école sous forme de rotation, que l'enseignement ne se soit pas encore massifié, comme c'est le cas de façon un peu plus ancienne en Martinique, en Guadeloupe, il y a des écarts très importants, Guyane, Mayotte, avec des chiffres à venir, mais ils vont certainement montrer ces écarts importants. Et les autres territoires où il y a une scolarisation plus ancienne, un accès à l'école plus ancien. Alors, je vais essayer de passer à la Réunion. Voilà. Et là, à la Réunion, donc on a des indications un peu plus fines aussi à la Réunion. On voit bien l'écart qu'il y a chez les plus jeunes, hein, comme je l'évoquais avec vous, sur la part des plus jeunes et en situation d'illettrisme à la Réunion. Alors voilà un peu la photographie. Vous connaissez mieux l'ampleur des besoins dans la population. Vous voyez que le nombre de personnes concernées est important, que les taux sont beaucoup plus élevés que ceux de la moyenne nationale. Donc face à cette difficulté, la meilleure façon de régler une bonne fois pour toutes le problème de l'illettrisme, c'est sûrement de faire en sorte que les enfants sortent de l'école en maîtrisant la lecture, l'écriture, le calcul. Ça, c'est quelque chose qui est souhaitable et qui ne se décrète pas. Et on voit que les situations de pauvreté, la situation de chômage des parents pèsent sur le parcours scolaire des enfants. Les conditions de vie, les conditions matérielles ont encore trop de poids dans la détermination de la réussite à l'école. Et c'est ce qui nous caractérise, hein, quand on regarde les enquêtes internationales. La France fait bien réussir les élèves des enfants des familles les plus aisées, mais n'arrive pas à combler cet écart entre les plus pauvres et les plus aisés. Donc c'est là que se situe l'enjeu, c'est vraiment celui de la prévention. Mais on sait aussi que l'illettrisme a quelque chose à voir avec le travail, la capacité à comprendre des consignes au travail, que le numérique est présent dans le travail, que maintenant, pour prendre des congés, il faut aller sur une application. Pour voter aux élections professionnelles, il faut aller sur une application. Pour connaître le planning de sa tournée, il faut aller sur le numérique. Et donc, l'écrit est très présent. Et donc, l'action, elle a quelque chose à voir avec les entreprises.
Et avant les entreprises, l'action a quelque chose à voir aussi avec l'insertion, la prise en charge des demandeurs d'emploi, l'insertion, tous les dispositifs de seconde chance et au nombre desquels figurent en premier lieu les RSMA dans les territoires d'outre-mer qui jouent un rôle majeur dans la prise en charge de l'illettrisme. Donc le rôle de l'agence que je dirige, c'est pas de faire à la place de ceux dont c'est la responsabilité. Chaque ministère a une part qui lui revient dans la prise en charge de l'illettrisme, dans l'accès de tous au savoir de base. Les entreprises ont une part de responsabilité, les mouvements associatifs ont une part aussi, jouent leur rôle dans l'accès au savoir de base. C'est de réunir précisément l'ensemble de ces partenaires pour qu'ils fassent cause commune, pour qu'ils parlent de la même chose, pour qu'ils aient une définition commune, pour qu'ils aient de la donnée à leur disposition, pour que ces données pèsent sur les décisions qui vont être prises d'affectation des moyens, d'achat de places de formation, pour que les collectivités, par exemple, qui jouent un rôle clé dans l'achat des places de formation qui permettent à des personnes de réapprendre, de sortir de l'illettrisme, mettent bien en place des dispositifs de lutte contre l'illettrisme. Donc notre rôle premier, c'est d'éclairer les décisions. Ensuite, on a tout un travail sur les territoires avec nos chargés de mission régionaux. On est présent dans les territoires pour mettre en relation celles et ceux qui peuvent agir, les réunir autour de cette cause commune. Et puis, on a aussi un travail d'équipement, d'outillage, mais je vais y revenir pour que l'action puisse se développer. Alors, peut-être avant de passer au dispositif EVA qui est mis à disposition par l'agence, je voudrais vous proposer une respiration. C'est un programme qui nous tient à cœur, qui est développé en ce moment en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, qui vise à prendre en charge. Et c'est l'idée de ce programme, pour vous la géolocaliser, l'idée de ce programme, elle est née dans le bureau de la préfète Bronca, qui a dirigé la DGOM il y a quelques temps de cela. On évoquait la situation des très jeunes mamans confrontées à l'illettrisme et qui souhaitent réapprendre au moment où leur petit entre à l'école. Et donc, on a eu l'idée de mettre en place ce programme familial pour le tester, pour le développer ensuite. Et je vais proposer à la régie de lancer l'extrait vidéo de Guyane, la première. Merci. Ces jeunes mamans plongent ce matin sur la fiscalité familiale, avec entre autres un exercice de maths pour chiffrer les dépenses d'une fête d'anniversaire. Beaucoup ont abandonné leur scolarité, notamment suite à leur grossesse. Le retour en formation débat toujours ces vies. Je comprends le conseil, c'est un peu difficile pour moi, c'est comme le solliciter par rapport à maman et à la communauté, mais je me donc on est dans un discours parce qu'on ne parle pas assez bien le français pour certains. Et pour moi, je trouve que c'est pas mal on est obligé de l'exprimer assez correctement. Si pas de gauche de classement, la formatrice veille à ce que chacun comprenne bien les questions et les utilise. Cela est de matérialiser, ça fait façon que le comprendre de votre niveau et que c'est tout le monde et la même chose pour modifier le lexique, que ce soit bien entendu. À raison de 12 heures par semaine pendant un an, le programme familial pour une police années français numérique et anglais parental. Il s'agit que de généralement, mais tout ce qui est avec l'enfant, tout ce qui va être en université, de l'enfant, et aussi pour être suivi sur le master. L'objectif est d'aider ces jeunes à reprendre leur vie en main et réaliser leurs projets. Mais il y a aussi un intégrité, puisque j'ai passé le bac en technique et financière de GNP, et je vais continuer en cours. Responsable de formation, une bénévole garde les enfants de certaines mamans, parmi la première promotion d'une douzaine de jeunes, soit ont déjà trouvé du travail. Voilà, ce programme, on le teste en ce moment, c'est-à-dire qu'il est évalué par un cabinet qui... Merci beaucoup.
Il est évalué par un cabinet spécialisé dans l'évaluation d'impact des politiques publiques. C'est financé par le Fonds d'expérimentation jeunesse avec un volet outre-mer. Et on voit bien comment c'est un marchepied incroyable pour permettre à les premiers résultats sur la première cohorte de 90 bénéficiaires montrent que ces jeunes mamans ensuite enchaînent sur soit du travail, soit une formation professionnelle, soit entrent dans des dispositifs alors qu'elles n'y seraient jamais entrées si elles n'étaient pas entrées dans ce programme. Avec, vous l'avez vu, quand on voit les bambins se promener dans la cour, il y a aussi tout un travail qui est fait pour casser les freins à la formation. C'est un programme assez intensif. Et donc, pour évaluer les compétences de base de ces jeunes mamans, on met à disposition un service qui est financé par le ministère du Travail, qui s'appelle EVA, un service d'évaluation des compétences de base, comme un bilan, si vous voulez, qui est proposé. On travaille beaucoup avec les réseaux de l'insertion, les réseaux avec France Travail, avec les missions locales, pour proposer à un plus grand nombre de jeunes de bénéficier de ce bilan des compétences de base. Donc, c'est l'agence qui anime, qui développe ce service. On vient de mettre en ligne un module d'évaluation des compétences en calcul, là, il y a quelques jours. Et donc, il est très utilisé. Il y a 160 000 personnes qui en ont bénéficié jusqu'à présent. Et là, vous avez un peu la fréquentation par territoire d'outre-mer. C'est un service qui permet aux RSMA, aux différents RSMA, de faire une photographie initiale au moment de l'entrée des jeunes, pour s'assurer qu'au moins 30% des jeunes sont, et en pratique c'est plus, ou non concernés par l'illettrisme. Et vous savez que les RSMA ont une obligation d'intégrer au moins 30% de jeunes, et on est très heureux de pouvoir coopérer. Et pour illustrer très concrètement comment les choses se passent, je vais proposer maintenant, je vais essayer de vous passer une planche. Voilà. Au colonel Miclou, nous dire un peu comment ça fonctionne après ce bilan initial. Merci, monsieur. En général, mesdames et messieurs, je suis le lieutenant-colonel Miclou, je suis le chef du pôle opération de l'état-major du service militaire adapté. Je vais prendre quelques instants pour vous parler du SMA et de la lutte contre l'illettrisme. Donc le SMA, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif du ministère des Outre-mer dont la mission et de faire de la formation et de l'insertion socio-professionnelle. Donc c'est un dispositif qui a accueilli en 2024 5843 jeunes à travers deux offres, une offre de formation et une offre de première expérience professionnelle. C'est un dispositif qui touche 12% d'une classe d'âge en moyenne selon les territoires. C'est un dispositif qui est assez populaire dans nos territoires ultramarins. Un dispositif implanté dans les Antilles, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, dans le Pacifique, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Alors, le profil type du jeune ultramarin, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune qui a à peu près un peu plus de 20 ans. C'est 33% de femmes. Et puis, c'est surtout une jeunesse éloignée de l'emploi. Pour venir au SMA, il faut être demandeur d'emploi. Et le jeune ultramarin, on observe à peu près, effectivement, on observe 38% d'illettrés de niveau 1 et 2 dans nos rangs qui rejoignent le SMA. Alors c'est variable, c'est 38% en moyenne, mais vous avez des territoires comme la Guyane et Mayotte où on a atteint des niveaux bien plus élevés, de l'ordre de 60% à peu près, qui complexifient très significativement la mission de formation du SMA. Et alors puis il y a des territoires qui sont un peu moins touchés, typiquement les Antilles, autour d'une vingtaine de pourcents, voire 18% pour la Martinique. Donc le SMA, quelle est son action face à l'illettrisme? Ce sont d'abord des outils, alors avant tout des professeurs. Sachez que dans tous les régiments du SMA, on a à peu près 5 à 6 professeurs qui accompagnent les jeunes lors des séances pour travailler, pour faire des actions de remédiation sur les savoirs de base. On a des répétiteurs pour nous aider dans notre mission, des services civiques qui nous aident au quotidien, et puis l'encadrement des compagnies de formation. Les outils que nous utilisons, c'est l'outil EVA, qui vient d'être évoqué, donc qui nous permet de faire un test de positionnement pour savoir vers quel parcours on va placer nos jeunes. L'outil GRIP, que l'on utilise depuis maintenant plusieurs années, qui nous permet de faire de la remédiation. Donc lire, écrire, compter, bien évidemment, mais depuis maintenant 1 an et demi, on a un pilier remédiation sur la maîtrise des savoirs numériques, lutte contre l'électronisme, comme on l'a évoqué encore une fois précédemment. Et puis on utilise l'outil PIX, donc ce sont des parcours à destination d'une partie de notre population de volontaires, donc qui nous permet donc de faire de la formation et puis surtout de viser une certification à la fin.
Alors, pour terminer, quelques mots sur notre parcours. Donc, EVA, en phase de recrutement. Donc, plus les jeunes sont illettrés, plus on va les orienter vers des parcours longs, de manière à ce qu'ils bénéficient au maximum du dispositif SM1. Et les moins illettrés, à l'inverse, plutôt vers les parcours courts. Quand ils arrivent au régiment, on leur fait un test de positionnement, donc grâce à GRIP, qui va nous permettre de déceler quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, leurs lacunes, et puis de leur proposer un accompagnement dédié pour les faire travailler dans les domaines qui leur font défaut. Donc voilà, action des professeurs, de l'encadrement, des services civiques, de l'équipe pédagogique. Et puis, à noter qu'en 2020, enfin cette année, en fin de parcours, on mettra en place une évaluation de la progression du jeune à travers pour mesurer l'efficacité de notre travail dans les domaines de la remédiation scolaire, lire, écrire, compter, maîtrise des outils numériques. Voilà, j'en ai terminé. Quelques mots. Donc, voilà, vous avez en bas, bon, c'est pas très lisible, mais vous avez à peu près le nombre de tests EVA qui sont réalisés par mois depuis février 2021. C'est le moment où on a utilisé EVA pour l'orientation de nos volontaires. Donc, vous voyez qu'au début, on est autour de la centaine de tests réalisés et on arrive à peu près à 1000 tests GRIP réalisés par mois. Donc, août-septembre 2024. Voilà, j'en ai terminé. Le travail qui est fait par les RSMA, on cite souvent en exemple parce qu'on aimerait que l'évaluation soit systématique, la prise en charge, vous l'avez dit, sur mesure, comme vous le faites. Je voudrais terminer ce propos. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des initiatives qu'on conduit, mais voilà, par cette image. Chaque année, du 8 au 15 septembre, on organise les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. C'est un grand mouvement et on est très heureux d'être partenaire de la Banque de France et des IEDOM sur les territoires d'outre-mer. La Banque de France est très mobilisée sur l'éducation financière et il y a plus de 2000 initiatives sur les territoires, des portes ouvertes qui sont organisées. C'est l'occasion de montrer, de parler de cette question dans les médias. Le petit reportage que vous avez vu tout à l'heure, il a été réalisé à l'occasion des Journées nationales. Et c'est l'occasion aussi, surtout, de dire que des solutions existent, parce que l'illettrisme, ça n'est pas une fatalité. On peut réapprendre, il y a des dispositifs, des solutions qui sont proposées. On peut devenir plus libre, plus autonome et être bien à l'aise dans sa vie quotidienne quand on bénéficie de ce type de formation. Voilà. Je vous remercie de votre attention et sachez qu'on est présent maintenant dans chacun des territoires d'outre-mer avec des chargés de mission à temps complet pour accompagner l'ensemble de vos initiatives. Et je passe le relais à Thibaut pour la présentation du Labo des Histoires. Merci Hervé. Alors, je n'ai pas de présentation, j'ai un petit dépliant que je vais vous faire circuler. Je vais juste le faire passer. Je prends le petit, ouais. Hop, qui est une présentation du Labo des Histoires. Alors, je vais juste vous présenter d'abord notre association. Je ne sais pas si c'est peut-être que je vais me mettre là-bas. Pas mon ombre derrière. Voilà, je vais vous présenter d'abord l'association et puis après je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait en lien avec la thématique de l'illettrisme et plus particulièrement outre-mer, ce qui vous intéresse particulièrement, je le sais. Alors, peut-être, est-ce qu'il fonctionne ou pas? Non, il ne fonctionne pas. Bon, je vais rester avec ceci. Donc, rapidement, le Labo des Histoires, c'est une association donc, que je dirige qui a été créée en 2011 avec pour mission de donner envie d'écrire aux jeunes et de faire de l'écriture un instrument au service de leur insertion sociale, culturelle et professionnelle. Elle est partie d'un constat, cette association, et ses fondateurs, c'est qu'il n'y a pas de structure aujourd'hui pour encourager à écrire, à part l'école. Il y a des structures pour encourager à faire toutes les autres formes de pratiques créatives. On sait à qui s'adresser quand on veut faire du théâtre, quand on veut faire de la musique, quand on veut faire du dessin. Il n'y a pas l'équivalent de l'écriture. Et à l'école, le rapport à l'écriture, il est très lié aux règles. Les règles d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, etc. Or, l'écriture, ce qui est important, c'est le sens. C'est le message qu'on veut faire passer. C'est l'expression des sentiments, des idées, la construction d'un discours. C'est ça sur lequel on doit mettre l'accent. Et parfois, des jeunes qui sont fâchés avec l'école sont fâchés avec l'écriture.
Et donc, notre mission, c'est d'encourager ces jeunes, de les réconcilier avec l'écriture et de démocratiser sa pratique, parce que l'écriture, Hervé le disait, c'est extrêmement important pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. C'est quelque chose qui est très pénalisant quand on ne maîtrise pas l'écrit, on est en grande difficulté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au Labo d'Histoire ? On a quatre modes d'intervention principaux. Le mode d'intervention le plus je dirais, historique et encore le plus central pour nous, c'est les ateliers d'écriture. On organise dans nos 10 régions d'implantation plus de 3000 ateliers d'écriture par an. Ce sont des ateliers qui sont animés par des professionnels de l'écriture, donc des écrivains, des scénaristes, des paroliers, des journalistes, des gens qui vivent des mots et que nous rémunérons pour leur intervention. Donc ce ne sont pas les salariés de l'association, ce sont des gens qui partagent un savoir-faire d'écriture avec des jeunes. Ce sont des ateliers qui sont organisés en partenariat avec des structures qui les accueillent, des structures du champ social, des structures du champ éducatif et des structures du champ culturel. Ce sont enfin des ateliers qui sont organisés dans la durée, puisque changer le rapport à l'écriture, ça met un petit peu de temps. Et donc, ce sont des projets construits sur plusieurs séances autour d'un thème, avec l'idée d'aboutir à des textes construits qui pourront être valorisés. Je vous ai amené quelques exemples de projets qu'on a pu mener. Je vous les fais passer. Je vais faire 2 et 2. C'est pas uniquement des projets ultramarins, mais c'est pour vous donner une idée. Souvent, c'est des recueils. Ça peut prendre aussi la forme d'une exposition, ça peut prendre la forme d'une lecture publique, etc., etc., etc. Et donc, on a plusieurs. Donc, notre organisation, c'est qu'on a une petite structure nationale. On est 5 à Paris. Puis après, on a des antennes qui montent ces activités. Pardon, excusez-moi. Donc, on fait des ateliers d'écriture. On fait aussi des formations. Très important. On forme des professionnels à l'animation d'ateliers d'écriture et à l'organisation de projets autour de l'écriture. On produit des ressources pédagogiques autour de l'écriture créative, autour d'un thème, autour d'un auteur ou d'une autrice, autour, eh bien, parfois d'un événement. Voilà. Et enfin, on organise des concours d'écriture. Voilà. Ça, c'est nos 4 modes d'intervention. Donc, la manière dont on est organisé, c'est qu'on a une petite structure de coordination nationale, qui est à Paris, et après, on a des antennes. On a 12 antennes dans 10 régions. 3 sont outre-mer. Donc, l'association a été créée en 2011. Très vite, on a été outre-mer, puisqu'on a été notre seconde antenne, deuxième antenne ouverte, a été à Fort-de-France. On est à Fort-de-France depuis 2014. On est à La Réunion, à Saint-Denis depuis 2017, et on est en Guyane, à Cayenne, depuis 2019, avec des projets pour la Guadeloupe. Donc ça, c'est notre organisation, et c'est nos antennes qui mènent des actions de terrain avec les partenaires du champ social, du champ culturel, du champ éducatif. Nos partenaires, rapidement, on travaille avec chaque année environ 300 auteurs, autrices professionnels de l'écriture, issus des territoires où on est implanté. On travaille avec environ 500 structures qui accueillent nos activités, dont le RSMH, je crois que l'on en parlait tout à l'heure. On travaille aussi grâce au soutien de partenaires publics et privés qui financent nos activités, le ministère des Outre-mer. Donc on a une CPO, on est très heureux depuis l'année dernière, qui soutient nos activités, donc évidemment ultramarines, le ministère de la Culture, de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, de la Ville aussi, également les collectivités des territoires où nous sommes implantés, les services déconcentrés évidemment aussi, les préfectures nous soutiennent, donc côté culture, côté jeunesse. Voilà. Et puis il y a toute la partie également privée, pas mal de fondations et d'entreprises qui soutiennent nos actions également. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le Labo d'Histoire en quelques mots. Nos projets, je dirais que pour les résumer, on a une triple vocation dans nos modes d'intervention. Un, c'est une approche qui est partenariale. On travaille avec des structures, on ne travaille pas tout seul. Deuxièmement, elle est territoriale. On est implanté dans les territoires où on intervient. On ne vient pas juste pour une action, on connaît le territoire et on s'appuie sur des partenaires qui sont vraiment implantés localement. Puis troisièmement, on a une vocation qui est sociale. On s'adresse en priorité aux jeunes qui sont le plus en difficulté avec l'écriture. Et donc, quel est notre lien avec l'illettrisme ? On s'adresse à des jeunes de 6 à 25 ans. Hervé le disait, l'illettrisme, on le mesure à partir de 16 ans. Et souvent, c'est lors de la JDC qu'on a la première, je pense sous le contrôle d'Hervé,
le premier retour, je dirais, homogénéiste national sur vraiment la pratique d'écriture jeune, parce que quand on est encore dans le système scolaire, on ne sait pas. Après, bon, quand à 14 ans, on a toujours du mal à faire une phrase, c'est mal parti. Mais on a cette difficulté qui est qu'il y a peu de connaissances du niveau des jeunes quand ils sont encore petits. Et qu'on s'y prend en général assez tard pour faire de la remédiation, parce que bah, voilà, quand on a 16 ans et qu'on est déjà sorti du système et qu'on ne sait pas écrire, c'est compliqué après de accrocher les wagons. Mais nous, on s'adresse à des jeunes qui sont en difficulté. On s'adresse comment on le sait? Parce qu'on s'adresse à des structures qui les accueillent dans le champ social. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le RSMA, on travaille avec des missions locales, on travaille avec des écoles de la deuxième chance, on travaille avec des structures aussi de la protection judiciaire de la jeunesse, où les taux d'illettrisme sont importants. Et donc, nous, on dit qu'on n'est pas un acteur de la lutte contre l'illettrisme, mais on est vraiment à part entière un acteur de la prévention contre l'illettrisme. On essaye de prendre la problématique chez les jeunes avant que ça s'installe. Donc comment on fait? Que font comment nos ateliers permettent d'aider ces jeunes? Je dirais que c'est par leur méthodologie, par leur mode de fonctionnement. Nos ateliers, ils sont ludiques. C'est des ateliers d'écriture créative. Et souvent, les jeunes, je le disais tout à l'heure, quand ils ont un rapport à l'écriture qui est contrarié, pardon, quand ils ont un rapport à l'école qui est contrarié, ils ont un rapport à l'écriture qui est contrarié parce qu'ils associent les deux. Et plus les jeunes ont des difficultés avec l'écriture, plus le système a une approche formelle avec eux. Plus on insiste sur les règles, plus on essaye de les aider en leur réapprenant ou en leur apprenant les règles. On essaie de sortir de cette approche-là en partant du sens et du plaisir qu'on peut avoir à écrire et à exprimer des choses. Et donc, c'est des jeux d'écriture. On essaie de dédramatiser l'acte d'écrire et donc de proposer un certain nombre de choses qui vont désinhiber ces jeunes et leur faire comprendre que écrire, c'est pas juste quelque chose qu'on leur impose, c'est quelque chose eh bien, qui peut, eux, leur parler et peuvent passer un bon moment à écrire. Premier point. Deuxième point, nos ateliers, on est très attentifs à cela. Un des maîtres mots, c'est la bienveillance. Et donc, on ne corrige pas les fautes au début, on attend la fin, enfin, on attend que les textes soient écrits pour se pencher sur la partie, je dirais, écriture, correction de l'écriture. On insiste vraiment sur ce que les jeunes ont à dire, parce que pour beaucoup, il y a une souffrance de l'écriture. C'est pas facile. Et donc, on essaye de leur dire, bah, écoute, ici, tu as des choses à exprimer, tout le monde a des choses à exprimer, et donc, on va, avec tes mots, peut-être que tu n'as pas tous les mots, peut-être que tu ne sais pas comment les agencer, mais tu peux avoir, voilà, tu peux dire des choses, et tu peux dire des choses par la voix écrite. Troisièmement, ce sont des ateliers qui sont collectifs. Et la dimension collective, elle est très importante. Ce sont des groupes, en général, une douzaine de jeunes, ça peut aller jusqu'à une classe, ça peut être un petit peu moins. Par exemple, quand ce sont des jeunes donc, de la protection judiciaire de la jeunesse, en général, c'est des groupes plus resserrés. Et le groupe aide à tirer, en général, c'est des groupes avec une forme d'hétérogénéité, de maîtrise de la langue. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et cette dynamique de groupe, elle aide ceux qui sont le plus en difficulté à s'appuyer sur les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Au RSMA, par exemple, on travaille souvent en binôme. C'est un jeune qui maîtrise un petit peu mieux l'écrit, qui va aider un jeune qui écrit un petit peu moins, et donc ils vont se parler, et ce jeune le jeune qui écrit un petit peu mieux, va accompagner son camarade vers l'écriture d'un texte. Voilà. Et donc le dernier point, c'est que ce sont des ateliers qui sont construits sur mesure. On travaille avec les structures qui accueillent les jeunes pour identifier le niveau du groupe, le niveau de chacun. Ils et elles nous disent s'il y a des jeunes qui ont des difficultés particulières, et il y a une progression dans les ateliers qui est adaptée au groupe. Souvent, ça commence, eh bien, c'est celui qui prend la plume en général au début, c'est l'animateur, et puis progressivement, c'est les jeunes. Voilà, donc ces ateliers ils sont construits pour aider les jeunes à aller vers l'écriture et faire en sorte que ça les décomplexer
dans le rapport à l'écrit. Évidemment, on ne peut pas tout faire. Un cycle de quelques ateliers, ça peut être 6, ça peut être 10, ça peut être 15. Ça ne suffit pas à revenir sur des années de difficultés à l'écriture, mais en tout cas, ça change le regard et ça change le rapport à cela. Voilà. Je voulais insister sur juste 3 points qui me semblent importants et qui sont des retours d'expérience de nos ateliers outre-mer. Le premier point, c'est que les jeunes mettent en place des stratégies de contournement. C'est-à-dire que quand vous avez un atelier, pour beaucoup, ils ne vont pas assumer avoir des difficultés avec l'écrit. Ils vont dire « j'ai pas envie d'écrire aujourd'hui » ou « j'ai pas mon matériel » ou « je préfère qu'un autre le fasse ». Et donc, il y a un premier travail qui est important, qui est un travail d'identification de ces jeunes qui eh bien, sont embarrassés et peuvent parfois se fermer. Et donc, évidemment, la bonne stratégie, ce n'est pas de les confronter, ce n'est pas de les stigmatiser. Ce qu'on essaie de faire, c'est de voir un petit peu comment les choses évoluent. S'il y a vraiment une difficulté qui est avérée, qui sont insurmontables, nous référons ces jeunes à l'équipe pédagogique pour un accompagnement qui est plus personnalisé et qui se fait par des associations qui sont spécialisées. Par exemple, enfin voilà, il y a tout un tissu, et ça, l'NLCI le connaît beaucoup mieux que nous, vraiment de structures qui sont là pour, et en général, ça se fait de manière individuelle, accompagner des jeunes qui sont en très grande difficulté avec Rémi. Donc, on essaie d'identifier ces stratégies. Quelqu'un qui se cache au fond de la classe dans un groupe de 12 et qui ne veut pas écrire, parfois, c'est... Voilà, et on forme nos intervenants là-dessus. Deuxième point, un point qui est propre au territoire ultramarin, c'est la diglossie. Ce sont des territoires où il y a une forme de bilinguisme, le français et le créole, ou en Guyane, d'autres langues, mais avec des langues qui ont un statut socio-culturel assez différent. Le français, c'est la langue de l'institution. Le créole, c'est la langue de l'intime, de la famille, du quotidien, des amis, et c'est une langue qui est orale. Et parfois, ce qu'on voit, c'est que, du coup, cette oralité, on la retrouve par le transfert de mots créoles dans les textes français, on le transfère aussi par une écriture qui est très phonétique, et donc c'est quelque chose qui est parfois, eh bien, qui complique l'apprentissage, mais qui est pour autant une richesse. Je vous ai fait passer un des petits livres que je vous ai fait passer, c'est un projet qu'on a mené à La Réunion, un projet qui s'appelle La langue mon moment, qui est un projet bilingue, un projet destiné à valoriser ce bilinguisme, français et créole, avec des intervenants qui ont mené ces activités, et à faire comprendre aux jeunes que, eh bien, il ne faut pas opposer le français et le créole, qu'on peut faire un projet bilingue, que, eh bien, les deux langues peuvent se répondre, et qu'il n'y a pas une langue qui est réservée à certains usages et une langue qui est réservée à d'autres. Voilà, donc ça, c'est vraiment une particularité des territoires ultramarins. Et le dernier point, je voudrais rebondir sur quelque chose que disait Hervé. Hervé a parlé à la fin de Famille Lire, c'est la question de la parentalité. Pour éviter qu'un cycle se perpétue je dirais, parce que voilà, il y a un fort déterminisme social de ces questions, et si des parents écrivent mal ou peu, il y a des chances que leurs enfants ne soient pas dans les meilleures conditions pour eux-mêmes eh bien, engager cet apprentissage. Et donc, on essaie de monter des projets où on associe les parents et les jeunes enfants. En fait, pour 2 raisons. L'objectif, il est double. L'objectif, il est pour les parents d'avoir une forme de réappropriation de la langue et vis-à-vis des enfants de s'engager dans une logique de transmission. On a fait un projet très réussi avec... alors, c'est pas uniquement des jeunes, mais c'est avec des détenus. Des détenus, donc un public qui souvent a des difficultés fortes avec la langue. L'idée, c'était qu'ils écrivent des contes et des fictions et pour pouvoir les lire à leurs enfants au parloir. Quand les enfants venaient les voir, parce que vous pouvez imaginer qu'un détenu, c'est pas très marrant de raconter son quotidien, il ne se passe pas grand-chose, et puis il a peut-être envie de parler d'autre chose à son enfant a peut-être envie d'entendre autre chose, mais que dire, que partager? Et donc, on a travaillé avec des détenus pour qu'ils puissent imaginer des histoires dans un langage que les jeunes connaissent, puisque c'est le langage du conte, et qu'ils puissent ensuite raconter ça à leurs enfants quand ceux-ci leur rendaient visite. Et ça a super bien marché. On a une assiduité qu'on n'a pas toujours dans les projets auprès de ces publics-là. Et ça a plein de vertus.
pour les jeunes, pour les parents. Donc, associer les parents et les enfants, c'est quelque chose qui marche très bien. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre plus longtemps parce que je sais qu'il y a un temps de questions-réponses, mais je serais ravi de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Voilà. Je m'assois. Merci pour vos interventions. J'ai une question pour chacun de vous. Pour Monsieur Lacarrière, quid de Mayotte et la Guadeloupe? Est-ce que vous avez des projets d'installation sur ces territoires? Et pour Monsieur Fernandez, c'est en rapport avec l'une de vos diapositives où on mettait en regard chacun des territoires et le taux d'illettrisme chez les hommes et chez les femmes. Et de façon assez contre-intuitive, je crois. Le taux d'illettrisme est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Voilà, justement, en lien avec les grossesses précoces, j'aurais pensé que c'était plus élevé chez les femmes. Mais... Alors, sur Mayotte et sur la Guadeloupe, notre modèle, c'est d'avoir une équipe sur place. Et donc, pendant longtemps, on a essayé de traiter Mayotte depuis la Réunion. On a une antenne là-bas qui marche très bien. Et on a essayé de faire des allers-retours, etc. Bon. On s'est rendu compte que c'était compliqué, parce qu'il faut bien connaître le terrain, il faut avoir des ressources, donc des intervenants, des partenaires, etc. Et donc, la question s'est posée à un moment de s'installer. C'est un engagement pour une association, c'est un risque, ça a des coûts. Et pour le moment, on n'a pas trouvé la solution. C'est compliqué de trouver des gens qui pourrait assurer la direction d'une antenne, et par ailleurs, on n'a pas les ressources pour pouvoir prendre cet engagement-là. Pour ce qui est de la Guadeloupe, on a pour projet de s'y installer. Donc là, on va voir comment se passe cette année, parce que c'est une année qui est compliquée pour toutes les associations. Voilà, mais on a pour projet vraiment à court moyen terme de s'y installer. On a commencé à y faire des actions. Si quelqu'un est implanté en Guadeloupe, ici, ou a un lien avec la Guadeloupe, ça m'intéresse, parce qu'on cherche vraiment à développer des partenariats. Notre directrice d'antenne, qui est à Fort-de-France, connaît très bien ce tissu-là. Elle y a de la famille, elle a fait partie de sa carrière, donc elle connaît pas mal de monde. Hervé me parlait de sa collègue qui est, je ne sais pas comment est le terme, qui est charge de mission à Pointe-à-Pitre. Et donc, on a un tissu qui est favorable. Et donc, on aimerait bien s'y développer. Voilà. Mayotte, c'est compliqué. Par ailleurs, voilà, il y a d'autres problématiques à Mayotte aujourd'hui qui font que c'est complexe. Voilà, on va avancer sur... Je vais proposer à Mélissa de repasser les diapositives, comme ça, ça me permettra de répondre à la question. Effectivement, vous avez raison, c'est ça. Alors, je voulais peut-être petite aparté sur la question des différentes langues qui sont parlées sur les territoires. Donc, ça, ce sont des affiches des journées nationales d'action contre l'illettrisme qu'on utilise. Et puis, je vous recommande, dans la série de podcasts qui ont été réalisés, ces ressources sont disponibles sur notre site internet, un podcast illettrisme et multilinguisme qui a été fait en Guadeloupe, justement, avec le soutien de la préfecture. Effectivement, les hommes réussissent moins bien que les femmes sur les exercices, les tests de lecture et d'écriture. Mais pour nous, l'attention, elle doit porter sur les performances en calcul chez les femmes. On s'aperçoit qu'il y a que contrairement à la situation des hommes sur la littératie, il y a un décrochage qui s'opère très tôt, dès le CE2, sur la question du calcul. Et aujourd'hui, dans le monde, on fait partie des pays où les performances sur la numération, on appelle ça la numératie, le calcul, sont les moins bonnes chez les femmes notamment. Et c'est pas que une question de test ou de performance, mais c'est aussi une question d'aspiration à exercer des métiers qui sont traditionnellement, si on peut dire ça comme ça, voilà, trustés par des hommes. Vous voyez, donc il y a
beaucoup à faire pour franchir des plafonds de verre. Voilà. D'où l'importance de ce socle de base essentiel sur lequel on s'appuie pour avancer dans la vie. Et cette différence, elle nous engage aussi sur l'entrée en formation, parce que, c'est pas paradoxalement, mais contrairement à ce qu'on imagine, il y a plus de femmes dans les dispositifs de lutte contre l'illettrisme, de formation. Donc, il faut rééquilibrer aussi et trouver des moyens de former, de faire venir, on va dire. C'est pas un nombre de places limitées l'un contre l'autre, c'est faire venir plus d'hommes, de jeunes hommes dans les formations. C'est peut-être plus mal vécu par les hommes que cet illettrisme. Bonjour, merci. J'ai une question visio aussi. Une question sur la prise en compte des handicaps mentaux et physiques. Est-ce qu'une personne qui n'arrive pas à lire le braille ou qui n'arrive pas à parler en langue des signes est illettrée, comment on prend en compte justement ces situations de handicap? Oui, c'est une question très importante sur à la fois, je dirais, ce qui peut être mis en place pour compenser les troubles des apprentissages. On pense à la dyslexie, à des difficultés d'apprentissage très tôt. Donc, c'est vrai que sur les territoires moins dotés en orthophonistes, moins dotés en prise en charge, le diagnostic ne se fait pas correctement au départ. J'englobe volontairement la situation des troubles 10 dans des situations de handicap qui peuvent être compensés dès lors qu'on a conscience de ce diagnostic. Donc il y a un enjeu sur les territoires d'outre-mer de diagnostic. Après, pour ce qui est de la mesure de l'illettrisme au sens de la population, dans l'échantillon des 16 000 personnes, on prend en compte les personnes on prend en compte les ménages et donc toutes les personnes qui ne vivent pas en foyer ou en détenus ou par exemple les gens de voyage ne sont pas pris en compte dans cet échantillon, mais il n'y a pas de diagnostic particulier ou il n'y a pas de question particulière sur la situation de handicap. Donc, on va considérer que le taux d'illettrisme englobe peut-être des personnes qui ont une situation de handicap et qui ne parviennent pas à répondre correctement aux exercices. Mais ça, c'est pour une indication générale. Mais après, dans le face-à-face ou côte à côte ou avec les personnes qui sont en situation de handicap pour les formations qui vont être proposées ensuite de remédiation à la lecture et à l'écriture, là, il y a un gros travail qui est mené en ce moment. Et on utilise les moyens du Fonds social européen pour aider à la mise en place de solutions. Ce programme, on l'appelle la coopérative des solutions. Et donc, c'est une aide à l'amorçage de solutions avec le design thinking. On aide les partenaires à mettre en place des solutions et on travaille beaucoup avec ceux qui accompagnent les ESAT, notamment, pour qu'ils mettent en place des solutions de remédiation. Mais après, quand vous parlez de la langue des signes et du braille, c'est vrai que ce sont des langues aussi qui sont reconnues. Et juste en face d'ici, il y a un lieu emblématique. Et donc, ce qui est important, peut-être comme aussi sur la question des différentes langues parlées, comme l'évoquait Thibaut, c'est que, et vous le verrez bien en écoutant vous l'entendrez bien en écoutant le podcast Illettrisme et multilinguisme, c'est cette capacité que peuvent avoir les bénévoles, les partenaires associatifs et les enseignants aussi à prendre appui sur la langue parlée à la maison pour permettre aux élèves d'acquérir, d'être plus à l'aise avec la lecture, l'écriture. Et il y a des situations similaires avec des personnes confrontées à l'illettrisme, mais il y a des passages comme ça qui sont organisés. Bonjour et merci pour votre action qui vraiment nous relayons vers l'ensemble des Outre-mer. En 2013, elle était une grande année puisque la lutte contre l'illettrisme avait été proclamée grande cause nationale. Ça fait plus de 10 ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un nouveau grand mouvement à votre profit? Oui, c'est un point très important parce qu'on voit bien qu'il n'y a qu'une action collective qui peut nous permettre d'en parler davantage, de mettre en lumière ce problème invisible qui est là mais qui est invisible. Si on ne le met pas en lumière, si on n'en parle pas, si on s'interdit, s'il n'y a pas d'enquête, si la DGOM n'avait pas financé l'enquête Outre-mer, si le ministère du Travail n'avait pas financé l'enquête nationale, on ne saurait pas dire où on en est. On peut dire que le phénomène a légèrement reculé ces dernières années, mais il y a encore énormément à faire
parce que le numérique est très présent, parce qu'il y a des fractures très fortes dans notre société. Voilà, donc il y a un enjeu très, très, très important. Donc effectivement, on a obtenu en 2013 que la lutte contre l'illettrisme soit déclarée grande cause nationale. Ça nous a permis depuis d'instituer les journées nationales d'action chaque année, de parler de cette question et d'organiser des solutions. Et là, ces derniers mois, les membres du groupement, les ministères qui siègent dans le groupement d'intérêt public de l'Agence de lutte contre l'illettrisme, dont le ministère des Outre-mer fait partie, qui est membre fondateur, avec l'Éducation nationale, le travail, tout ça, tous ces partenaires, et puis aidés aussi par les partenaires de la société civile, ils ont décidé de travailler ensemble à la définition de nouvelles priorités pour les 5 années qui viennent. Donc on a un cap qui est fixé. La première orientation, c'est de continuer la mesure de l'illettrisme. Il y a avec des restrictions de moyens. On peut être tenté de dire oui, on peut utiliser les enquêtes internationales, OCDE, tout ça, mais les enquêtes OCDE, elles ne nous diront jamais rien sur la situation dans les Outre-mer ou sur d'autres territoires. C'est juste un score. Et puis une fois qu'un journal a fait sa une là-dessus, sur le rang de la France, on n'a pas d'autres informations. Donc, continuer les enquêtes. On a aussi l'ambition de généraliser la détection de façon plus systématique, et donc il faut que ça progresse aussi à l'instar de ce que vous faites dans les RSMA, ça puisse se faire dans tous les autres dispositifs. Et puis, parce qu'on considère, nous, qu'aucune personne ne devrait sortir d'un dispositif d'insertion en étant encore en situation d'illettrisme. Donc, quand les personnes sont là, c'est là qu'on peut les prendre en charge et donc mieux détecter. Et puis, il y a aussi un travail important à faire pour améliorer la qualité des solutions qui peuvent être proposées. Donc, il y a un travail de professionnalisation. Et puis, enfin, voilà, il y a ces 3 priorités-là. Et la 4e, c'est d'augmenter l'engagement des entreprises aussi. Donc, on s'appuie sur cette dynamique passée pour voilà, amplifier le mouvement. Et le rôle de l'équipe opérationnelle des 36 personnes de l'agence est de mettre en œuvre ces 5 priorités qui ont été fixées par l'Assemblée générale, et notre équipe sur les territoires travaille à décliner l'ensemble de ces priorités. Et c'est dans ce cadre-là qu'on continuera de coopérer, qu'on va amplifier la coopération avec le Labo des Histoires pour conforter l'installation où c'est possible. Mais je me mets à la place de Thibaut. Je ne veux pas parler en votre nom, Thibaut, mais pour qu'une association s'installe, il faut des moyens, il faut un écosystème qui soit fertile, on va dire, mais avec des subventions. Parce que la vie des associations, comme des groupements d'intérêt public, comment dire, elle se nourrit pas seulement de belles paroles, de belles intentions. Il faut faire cuire. À Lyon, on a l'habitude de dire, c'est pas les belles paroles qui font cuire la soupe. Vous voyez, il faut aussi des conditions pour que ça fonctionne. Donc, sachez Thibaut qu'en lien avec les différents ministères et puis avec notre chargé de mission pour ce qui est du lien avec la préfecture, en lien avec le sous-préfet, tout ça, on fera tout ce qui est dans notre capacité pour faciliter l'installation du Labo des Histoires en Guadeloupe, mais il faudra trouver des ressources pour ça. Parce que, en fait, comment dire, oui, le labo aimerait. Il y a des attentes et des demandes, c'est ça, quoi. Mais avec vous, on va pouvoir conforter. Merci de votre attention.